Aujourd'hui, on va parler de cette chose, la Game Boy, ou le Game Boy pour ceux qui préfèrent. Donc c'est une console où je vais vous prouver que de nos jours, avec des outils modernes, on peut quand même développer sur cette console. Je m'appelle Jean-Michel Girard, je suis Change et Release Manager dans une ESN nommée Worldline, qui est spécialisée dans le paiement électronique. On me connaît surtout sous un autre nom, Alec Maul. Je suis créateur et mainteneur de la librairie PV SNES Lib, qui permet du développement sur Super Nintendo, mais aussi, comme vous allez le voir, je développe aussi sur Game Boy et d'autres consoles rétro, puisque c'est un peu mon dada. « 1989, une pub Micromania en France, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est l'année de commercialisation de la Game Boy, ou du Game Boy, au Japon, avec un jeu nommé Super Mario Land. Il y avait aussi un Mahjong. Lorsque ce jeu, en fait, a été commercialisé, en France, le prix était de 590 francs. Oui, ce n'était pas des euros à l'époque, hein, c'était encore des francs. 590 francs, si on ramène au cours de l'euro, on se dirait que ça fait 150 € à peu près pour maintenant. Elle arrivait en France et en Europe en septembre 90, cette console. Moi, en septembre 90, il fallait que je m'occupe, parce que j'allais faire un truc qui existait à l'époque et qui s'appelait le service militaire. Pour les plus jeunes, le service militaire, c'est tout simple. Quand vous finissez vos études, vous avez un stage en entreprise qui fait 1 an, qui s'appelle le service militaire. Vous avez une coupe de cheveux gratuite et des Call of Duty grandeur nature pendant 1 an. C'est cool, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu le problème, c'est qu'on se lasse. Lorsqu'elle est sortie en Europe, il y a eu quelque chose qui a fait son succès. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non? Non, on entend mal. Bon, c'est pas grave. Ah. C'est mieux là? Est-ce que quelqu'un sait quel est ce jeu? Oui, là-bas. Tetris, qui a été le succès lorsqu'elle est arrivée en Europe. Donc ça, c'est un jeu qui a fait vraiment son succès. Je vous ai mis les paroles de Tetris en bas pour ceux qui veulent les avoir. C'est tiré d'une chanson russe, hein, pour ceux qui... Et là, c'est vrai, qui s'appelait les colporteurs en Russie. Les petits trucs que vous voyez là, c'est lorsque vous battiez des high scores, suivant les jeux, il y avait 2 types de jeux, Game A, Game B. Vous aviez des choses qui étaient envoyées. Alors pour un jeu russe, envoyer des missiles, la réalité et hélas, l'actualité nous rattrape. Mais voilà, ça fait vraiment le succès lorsque c'est sorti. Je vais baisser le son parce que c'est pas terrible. Par contre, merci Tourentech, hein, je vous remercie encore de ce talk. Donc je vous ai mis aussi en slide. Qui connaît cet homme? Oui, là-bas. Gunpei Yokoi. Les autres, non? Ce gars-là, au début, il a démarré chez Nintendo dans les années 60. On va refaire un peu d'histoire pour la Nintendo Game Boy. En étant réparateur des machines de Nintendo. Nintendo, il faisait quoi? Il faisait des cartes et des jouets à l'époque. Il faisait que ça. Donc lui, il réparait les machines, mais son truc, c'était de faire des jeux. Donc, par contre, il a eu la mauvaise idée de développer les jeux sur son lieu de travail. Il s'est fait gauler. Donc, qu'est-ce qu'a dit Nintendo? Il a dit, tu vas le commercialiser avec nous. Et donc, son premier jeu, et le plus connu qu'il a fait à l'époque, c'était celui-là. Ça s'appelait l'Ultra Hand. Vous voyez sur le côté, cette petite manette, ça a marché du feu de Dieu. 1 million d'exemplaires vendus, ce truc-là. Il en a fait une autre après qui était l'Ultra Machine. Ça, vous pouvez toujours l'acheter. Il y a un musée qui s'est ouvert à Kyoto, qui est le musée Nintendo. J'y suis pas encore allé, mais c'est dans ma to-do list avant de mourir. Donc ce musée, en fait, c'est quelque chose qui vous permet de revoir tous ces anciens jouets que l'on a chez Nintendo. Donc il a fait ça. Ensuite, il s'est dit, il va falloir aller plus loin, surtout qu'à la fin des années 70, il y a un concurrent à Nintendo qui s'appelle Mattel, qui est arrivé. C'était aussi la banqueroute, en fait, due au choc pétrolier. Et ce brave Gunpei Yokoi, il a dit, il va falloir qu'on invente quelque chose. Et quand il prenait le train, il voyait des gens qui jouaient là-dessus. Ils se sont dit, ni une ni deux, il faut que Nintendo il se lance sur un marché où on aura des trucs portables pour pouvoir jouer. Donc il a réfléchi. Et un jour, pour l'anecdote, il a été pris comme le chauffeur du patron de Nintendo, alors qu'il n'était pas du tout pour ça. Au début, il gueulait. Puis après, il s'est aperçu que c'est là qu'il a pu donner son idée en disant « Il faut qu'on se mette sur ce marché-là parce que Mattel y est ». Et qu'est-ce qu'il a inventé, ce brave monsieur?
Ça, Balls, le premier qui a été sorti. Ça a duré 11 ans quand même ce truc-là. Des millions d'exemplaires vendus aussi. Et c'est un vrai, hein, c'est le Snoopy pour ceux qui connaissent, je l'adore, avec un son qui faisait tip, 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 c'était affreux. Mais voilà, donc ça, on va dire, c'est le proof of concept de la Game Boy. Avoir quelque chose qui soit portable, qui permette sur un écran qui consomme peu d'énergie LCD, de pouvoir jouer à des jeux. Par contre, là, ce qu'il voit Gunpei Yokoi, c'est que son truc, il a un seul jeu. Alors oui, ils en ont sorti plein, hein. Octopus, Parachute, c'est des très connus à l'époque, mais il voulait aller plus loin. Il se dit, il y a un truc qui existe qui s'appelle le Walkman. On met des cassettes et on change les trucs. Il faut qu'on fasse quelque chose qui ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi avec un de ses gars dans son équipe qui était la R&D numéro 1 chez Nintendo. Là, c'est Gunpei, là, c'est Satoru Okada. Et ils ont réfléchi tous les deux à mettre au point une console qui soit une console portable. Alors par contre, tous les deux avaient une idée complètement différente du truc. Gunpei Yokoi, il voulait quelque chose d'abordable, qui consomme très peu et qui puisse être utilisé assez longtemps grâce à ça. Alors que son subordonné, Satoru Okada, il voulait faire à l'époque ce qu'on appelle la Super Famicom Family Computer portable, qui était la console qui allait tout révolutionner. Ils se sont fightés comme pas possible tous les deux. À la fin, même Gunpei Yokoi a abandonné. Mais, en fait, de cette histoire de guéguerre entre les deux est ressortie la Game Boy avec certains compromis. Le compromis qu'a fait Satoru, c'est de permettre d'avoir un écran LCD non rétroéclairé, donc qui consomme peu. Et le compromis qu'a fait Gunpei Yokoi, c'est de permettre d'avoir un accessoire que tout le monde a utilisé à l'époque, surtout pour un jeu qui est devenu assez connu après, qui était Pokémon. C'est le câble Link qui permet entre deux consoles à l'époque de faire du réseau, échanger des jouets, échanger des choses. Donc ça date de là et de tous ces compromis que tous les deux ont fait là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est important pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que cet écosystème, c'est ces deux génies-là qui l'ont mis en place sur la Game Boy. Si on va un peu plus dans le détail, le nom de code quand elle est sortie, toutes les consoles ont un autre code quand elles sortent. Celle-ci, c'était DMG pour Dot Matrix Game. L'Atari 2600, pour les plus vieux comme moi, son nom de code c'était Stella. Pour l'histoire, l'Atari 2600, c'est parce que celui qui a conçu l'Atari 2600 avait un vélo de marque Stella. Donc il est parti de là. Là, c'était DMG pour Dot Matrix Game. Le compromis qui a été fait, c'est le processeur qui va un peu tout gérer, qui est un Sharp, et qui va être à 4 MHz, 8 bits, et qui va intégrer toute la gestion des interruptions et tout ça. Donc ça, c'est important pour nous en tant que développeurs de bien comprendre comment ça se passe, parce que c'est avec ce processeur qu'on va développer. C'est proche, pour ceux qui connaissent les processeurs, du Z80. C'est-à-dire que quand on fait du développement, ça s'approche de ce qu'on fait avec les mêmes registres que le Z80. 8 kilooctets de RAM, c'est énorme à l'époque, c'est énorme, 8 kilooctets de RAM. Et puis derrière, des cartouches qui vont de 32 kilooctets jusqu'à, et on verra comment, 2 mégaoctets pour les plus gros jeux. Les premiers étaient sortis, bien entendu, avec uniquement des cartouches de 32. Ah, les 4 nuances de la Game Boy. Pour rappel, un accessoire était sorti qui s'appelait le Light Boy, qui se pluguait au-dessus avec une loupe en plus pour mieux voir l'écran et essayer de voir. Pour ceux qui se posent des questions, et c'est ce que je vous mets ici, cette Game Boy, elle est un peu comme le Armstrong pour le vélo, elle est dopée. C'est-à-dire que j'ai changé l'écran, c'est ce qu'on appelle un écran IPS, vous pouvez maintenant, et ça me sert lors des conventions et des présentations, lorsque les gens viennent voir mes jeux, d'avoir quelque chose qui leur permet de mieux voir sur les écrans. Ça se passe très bien pour la Game Boy, elle s'en sort très bien, et ce n'est que, en fait, le PCB qui est ici, qui est ça, qui ne contient que l'écran. Tout le reste est ici. Si on rentre dans le détail maintenant de ce que fait cette Game Boy, parce que ça c'est très important pour comprendre comment on peut développer dessus. À la base, on a ce qu'on appelle les tuiles, tile en anglais. Une tuile, c'est quelque chose qui fait 8 pixels sur 8 pixels. Et ça vous permet derrière, donc, de faire vos graphiques. Ces tuiles de 8 pixels par 8 pixels, on les met dans ce qu'on appelle des maps, des cartes. C'est ce que vous voyez ici. La carte sur la Game Boy à l'écran, elle en fait 18 par 20, ce qui fait 160 pixels sur 144 pixels. D'accord? Cette Game Boy, elle a une spécificité, c'est qu'elle va avoir une carte qu'on appelle la carte background, qui va vous afficher que ça à l'écran, et ça c'est important de bien le comprendre, mais en fait c'est beaucoup plus grand derrière, c'est-à-dire que ça fait, vous allez voir le beaucoup plus grand, ça fait 32 tuiles sur 32.
donc 256 pixels sur 256. Le gros avantage avec ça, c'est que quand vous avez un écran qui en fait que 160, vous pouvez bouger l'écran, et c'est comme ça que des jeux comme Mario, bah, vous avez un effet de scrolling. Derrière, il y a un autre, en fait, plateau qui est mis là, qu'est-ce qu'on appelle la couche Windows, qui elle ne fait que 160 sur 144, et c'est ce qui vous sert bah, souvent dans les jeux à afficher les endroits où il y a les vies, les scores, etc. etc. Et par-dessus, toujours avec cette gestion des tuiles, hein, on est d'accord, on a la couche de dessus, qui est la couche de ce qu'on appelle les objets animés, les sprites en anglais, qui sont tout ce qui va être affiché. Pour mieux comprendre, je vous ai fait un petit schéma. Voilà un Mario qui avait été fait, avec ici la couche background 256-256, la couche window avec ces fameux affichages de score qui ne bougent pas, et la couche des sprites. Et vous, sur l'écran, c'est la magie, vous voyez ça. Toutes ces tuiles, elles sont gérées dans un endroit de la mémoire, comme les sprites, qui s'appelle la Tile Pattern Table. C'est cette bête-là. Alors, le gros avantage, c'est que vous voyez ici, j'ai plein de blancs et j'ai plein de gris, ce qui fait que c'est la même tuile qu'on réutilise sur la carte. Ça économise beaucoup de mémoire. C'est comme ça qu'on fait des jeux sur ces consoles de l'époque. Là, je vous parle de la Game Boy ou du Game Boy, mais c'est valable pour la Super Nintendo, la Mega Drive, etc., etc. La partie faire des jeux avec des points, on a vu arriver ça avec la Game Boy Advance. Avant, quand vous voyez des choses avec des points, ce n'était que des effets qui étaient faits sur des tuiles, donc beaucoup plus lourds à développer et à programmer. De la 3D là-dessus, chapeau, chapeau. Le son, on a 4 canaux sonores. Alors oui, que je vous explique. Vous avez un beau carré là à côté. Tout à l'heure, j'étais en salle speaker et j'ai testé mes slides. Et là, il y avait un QR code qui était Scan Me pour que vous ayez le lien YouTube de cette vidéo. Et en fait, l'outil que j'ai utilisé pour générer mes QR codes, ça marchait très bien. Sauf que je n'avais pas vu, vous savez, on a toujours une case à cocher, lisez les conditions générales. Et dans les conditions générales, c'était mis que mon QR code, il expire au bout d'une semaine. La presse, elle date un peu, ça fait quelques semaines que j'ai fait, donc tous mes QR codes maintenant, si je voulais le faire, il fallait que je paye. Donc bon, bah, je suis désolé, vous avez les liens quand même, et ce sera sur mon GitHub, donc vous aurez les liens pour pouvoir voir tout ce qu'il y a derrière. Mais rapidement, je n'ai fait que ça, enlever les scans. 4 voix sur la Game Boy, avec des logiciels comme Little Sound DJ qui vous permettent de faire des musiques assez mélodieuses quand même, sur ces 4 voix, 2 signaux carrés, une onde, et un channel de noise, de bruit, qui nous permettent d'avoir des petits effets comme bah, par exemple les batteries, ce genre de choses, vous voyez, quand on en a besoin. Il y a des concerts qui sont faits chaque année, hein, et il y a un monde fou de concerts avec des Game Boy. Donc vous aurez les liens, vous rechercherez, vous verrez, c'est assez délirant, mais il y en a qui font des concerts. Je vais à une convention de rétro gaming qui s'appelle la RGC, le premier soir, dans la nocturne, c'est un concert de console Game Boy qui est fait. C'est quelque chose qui marche très bien. Si on continue de développer toujours avec cette Game Boy, on a vu le graphique, on a vu le son, on a ce fameux câble Link, le compromis qu'a fait Gunpei Yokoi. Et ben, ce câble Link, c'est quelque chose qui transfère à 8 kilobits par seconde, mais il n'y a aucun protocole derrière. C'est à vous de gérer ça, hein, avec derrière des attentes pour savoir si ça se passe bien. Ça se passe bien puisqu'on le fait maintenant. Quelques petites anecdotes. La Game Boy a survécu à la guerre du Golfe. Quand c'était au Nintendo Store à New York, ils vous ont dit « Ouais, elle a pris une bombe ». Ouais, c'est les Américains. Non, c'est pas vrai. Elle était dans un entrepôt qui a cramé là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette tronche-là. Elle était encore opérationnelle. Alors, la petite histoire, c'est que dans le Nintendo Mag, le gars, il a dit bah, « Vu que vous l'exposez, vous pouvez m'en envoyer une qui est un peu mieux que celle-ci, parce que celle-ci, je ne peux plus l'utiliser. » Mais voilà, donc elle a survécu et elle fonctionnait toujours. Hein. Mais c'est uniquement à un incendie, pas à une bombe. Hein. Non, non. Ce n'est pas un engin qui résiste aux bombes, il ne faut pas croire. D'autres petites choses, une intéressante, des gens n'avaient pas de quoi faire des électrocardiogrammes, on a recyclé des Game Boy et des Game Boy Advance pour sortir des électrocardiogrammes pour combattre le paludisme hein, dans des pays en voie de développement. Donc ils ont utilisé ça, des recyclages de Game Boy pour faire ça. Et puis il y en a même qui sont allés jusqu'à faire des trames pour contrôler tout ce qui vous permettait de faire avec une singère, de pouvoir faire tout ce qui était couture. Donc avec voilà, des petites choses insolites qui peuvent être faites avec ça. Donc ça c'était la Game Boy. Je ne sais pas si on les voit bien dans les fonds. Non, on ne les voit pas trop bien. Moi, d'ici, je ne les vois pas. Je ne sais pas si vous voyez bien les fonds. Les fonds sont tirés de quelque chose qui était les pubs en France de l'époque. La pub en France, et vous voyez que là, c'était le Game Boy. Si vous allez sur le site de Nintendo, c'est le Game Boy. Là-bas, c'est le Game Boy.
c'est pas la Game Boy. Hein, c'est ce qu'on appelle une ellipse nominale. C'est-à-dire qu'en France, on dit la console Game Boy et on a le droit d'enlever le mot console. Donc chez nous, on peut dire la Game Boy ou le Game Boy. Là-bas, c'est le Game Boy. C'est toujours le quelque chose. Ça, c'était les pubs qu'il y avait à l'époque. On peut jouer n'importe où, puis des pubs un peu plus étonnantes, mais qui ont quand même été ça. On peut même jouer avec un furet dans son pantalon. Je ne sais pas si ça passerait encore maintenant. Hein. Véridique, hein, c'est des vraies pubs. Ou l'autre, à la sortie de la Game Boy Pocket, qui était sérieusement distrait par la Game Boy Pocket. Aussi, bon, je ne dirai rien par rapport à ça. Les affaires actuelles hein, font que, voilà, j'irai pas plus loin, mais voilà le genre de pub qu'on avait à l'époque. Rentrons dans le vif du sujet. On connaît maintenant l'architecture technique, les outils de développement. Le plus simple pour tout le monde, et celui qui est utilisé par une grande majorité de personnes qui veulent faire des jeux sur Game Boy, c'est celui-là. Celui-là, ça s'appelle le GB Studio. Quand vous regardez dans les disclaimers des jeux qui sortent un peu partout, vous verrez que c'est marqué fait avec GB Studio. GB Studio, c'est une interface point and click où on fait des choses dessus avec, alors, scannez le QR code hein, si vous voulez voir, le même, où on fait des choses dessus pour pouvoir faire des jeux comme ça assez facilement avec des événements et des choses qu'on peut faire sur les événements. Ça peut aller quand même assez loin si vous vous connaissez en développement, puisque derrière, il y en a un qui a quand même refait Outrun avec ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Outrun. Je ne vous ferai pas la musique, mais vous l'avez en tête comme Tetris, je suppose. Donc il y en a qui ont fait ça avec ça. GB Studio, c'est vraiment un outil qui évolue tout le temps. Windows, Mac, Linux. Et c'est très très bien si on ne connaît pas le développement, mais qu'on veut sortir des jeux. Il y en a beaucoup qui ont utilisé ça. On fait un saut à 180 degrés, et là vous avez l'autre. RGBDS, Redneck Game Boy Development System. Alors là, c'est pour les purs et durs, c'est que de l'assembleur. Donc c'est un outil où vous développez en assembleur, du code source assembleur. Il est passé en version 1 il y a très peu de temps, ça fait très longtemps qu'il existe. Il est maintenu toujours, il y a une grosse communauté. Je ne le conseillerais pas. C'est quand même quelque chose sur lequel on va avoir des soucis si on veut développer avec ça. Le troisième, GBDK, qui a stagné aussi assez longtemps. Il est ressorti à partir de 2020 dans une nouvelle version. GitHub a une communauté qui est fantastique dessus maintenant. GBDK, c'est quelque chose qui est utilisé dans GB Studio. C'est-à-dire que ce truc-là, derrière, quand il compile votre jeu pour faire la ROM, pour pouvoir la mettre dans votre Game Boy, eh ben, c'est du GBDK qui est utilisé. Donc c'est quelque chose qui maintenant est robuste. GBDK va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il supporte plus de consoles maintenant que la Game Boy. Donc ils ont voulu faire évoluer l'outil. Il y a du Master System, par exemple, pour ceux qui connaissent Sega, et d'autres encore qui peuvent être avec ça. C'est très bien, c'est ce que j'utilise pour ce que je vais vous présenter après, puisque le but c'était de vous parler aussi du jeu que j'ai développé et qui a été ensuite commercialisé. Sur ce jeu, c'est pareil, j'ai utilisé un framework au-dessus de GBDK qui s'appelle CrossGB, qui est aussi maintenu, qui est super. En fait, il encapsule un certain nombre de choses, comme vos frameworks de développement, pour vous éviter d'aller un peu trop bas dans le détail de tout ce que vous développez. Je n'ai pas utilisé la dernière version, le fork que j'ai fait, il datait un peu, parce que dans les dernières versions, comme je vous ai dit, GBDK ajoute des consoles, ils ont pris beaucoup plus de RAM sur la Game Boy pour pouvoir faire des choses. Comme la Game Boy n'a que 8K de RAM, je ne voulais vraiment pas avoir trop de RAM utilisée. Donc c'est une vieille version de CrossGB que j'ai utilisée. On a parlé du développement, GBDK 2020 et CrossGB pour pouvoir faire mon jeu. La troisième couche, le son. Le son, c'est ce qu'on appelle du son tracker. C'est-à-dire que vous faites des notes avec derrière, des hauteurs de notes, et puis vous mettez des tempos, etc. Et vous vous basez sur ce qu'on appelle des échantillons sonores, des samples en anglais. Et c'est ces samples, suivant les hauteurs de notes et les tempos que vous mettez, qui vont changer. Et tous les sons sont faits comme ça. Les plus connus sur Game Boy, c'est Huge Tracker. Et vous pouvez utiliser, qui est là, et vous pouvez utiliser aussi des trackers de mode standard, comme ModPlug Tracker, qui vont vous faire un fichier qui va être dans un format que vous allez pouvoir compiler ensuite pour le faire reconnaître par le Game Boy. Alors, le Game Boy est limité dans son haut-parleur et sa façon de gérer les sons. On a vu, il y a 4 voix, une pour les bruits et 3 autres, dont une pour les ondes. Donc c'est assez limité, mais ça permet quand même de faire des beaux effets. La meilleure preuve est Tetris. Je ne sais pas si... Non, je ne l'ai plus là encore.
Mais Tetris était le bon exemple, donc c'est quelque chose qui est sympathique pour faire ça. Et un petit outil aussi qui est utilisé pour faire tous les effets, quand par exemple vos personnages ils rebondissent ou ce genre de choses. GBFX, pour ça c'est très bien, ça vous sort le code qu'il faut mettre pour pouvoir faire en sorte que ça puisse être utilisé. Donc là on a vu du code, GBDK 2020, on a vu CrossJetGB, un petit framework qu'on met au-dessus, on a parlé de la musique. Il nous reste à faire quoi ? À tester, même si on le sait tous que tester, c'est douter. Pour tester, à l'émulateur. Le plus connu, Meson. Meson, c'est vraiment le truc à utiliser sur Game Boy. Alors, il y en a d'autres qui me disent « Ouais, moi, je préfère BGB ». Je vous l'ai mis aussi, c'est un autre nom. Hein, si vous cherchez, vous les retrouvez. Ou alors, scannez le QR code, vous l'aurez. Donc, Meson 2, c'est le plus connu. Il vous permet de tout voir. Vous voyez, je vous avais parlé des zones de mémoire où on stockait tout, l'écran, le code source, on peut même avoir le code source en langage C et en dessous la version assembleur. Il a même un profiler qui est intégré, c'est-à-dire que vous pouvez voir combien de temps prend chaque fonction pour dire à quel endroit je dois optimiser les trucs. Ce truc-là, c'est au quotidien que je l'utilise pour faire ça. Il est compatible Game Boy Color, donc c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tout le temps lorsqu'on développe un émulateur pour pouvoir tester ces jeux. Je vous parle du Game Boy, mais je pourrais vous parler aussi de la Super Nintendo, de la Mega Drive, qui ont aussi leurs émulateurs pour tester. Par contre, rien ne remplace, et là, c'en est l'exemple, de pouvoir tester sur le vrai Game Boy et de pouvoir faire en sorte d'être certain que son jeu fonctionne si les personnes ont vraiment, en fait, encore la console et qui veulent tester sur le vrai. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les cartouches flash. Donc ces cartouches flash, elles sont de deux types. Vous avez par exemple celle-ci, celle que j'ai, qui a une carte SD. On met son fichier binaire qui correspond à ce qu'on a compilé de son jeu sur la carte SD. Et c'est ce que j'ai fait pour ce slideshow que j'ai fait pour Torrentech. C'est-à-dire que derrière, on lance en fait cet exécutable. Et là, c'est le vrai hardware du Game Boy qui lance votre jeu. Il y a d'autres cartouches qui existent, comme cette cartouche-là, où là, c'est dans la mémoire de la cartouche qu'on met son jeu, et ça fonctionne pareil. Donc vous avez deux moyens de pouvoir tester ça. Voilà un peu tout ce que je voulais vous présenter pour pouvoir développer sur Game Boy. On va passer maintenant à quelque chose qui s'appelle Mon Projet, qui était un jeu que j'aimais beaucoup, qui s'appelait L'Abbaye des Morts. L'Abbaye des Morts, c'est un jeu qui est sorti en 2010, en fait par une personne qui s'appelle Loco Malito, qui est un Espagnol, qui habite à Madère. Et il est venu en France, dans le Languedoc, avec son pote musicien qui s'appelle Grisor87, c'est leur pseudo sur les réseaux. Et en France, ils étaient en Languedoc, et puis ils ont une idée, on va faire un jeu qui s'appelle L'Abbaye des Morts. Donc ce jeu, il a été fait, et allez comprendre pourquoi. C'est devenu un jeu culte. Même lui ne sait pas, mais il a été adapté sur plein de supports, comme vous pouvez le voir ici, et là on vous donne les détails, Amiga, Commodore, moi j'ai fait les versions ColecoVision et Master System, Atari ST, etc., etc. Il y a eu vraiment beaucoup de versions, vous les avez toutes ici. Il faut savoir que sur certains, ils ont même mis le code source sur GitHub de leur version, sur Mega Drive par exemple, il est disponible. Et perso, je me suis dit, on va tenter une autre expérience. Ça, c'est des jeux qui sont bien sympathiques, mais qui ont en fait un aspect écran figé pour des écrans qui sont comme les consoles d'arcade de l'époque. Les consoles d'arcade sur lesquelles Loco Malito travaille, c'est des consoles qui avaient souvent 256 pixels sur 240 ou 224. C'était les bornes d'arcade de notre jeunesse. Je vous rappelle que le Game Boy, c'est 160 pixels, donc c'est beaucoup moins. Donc, en partant de CrossJetGB, qui était vraiment ce que je voulais utiliser, je me suis dit comment on va faire pour pouvoir adapter ce jeu. Donc sur CrossJetGB, en fait, comme vous pouvez le voir ici, en plus ça allait beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'il m'intéressait, c'est qu'il gérait aussi la possibilité de faire des cartouches qui fassent plus de 32 kg de façon assez simple. Il gérait le Game Boy Color, il gérait aussi, on le verra quand on va parler des graphiques, l'extension Super Game Boy, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, le Super Game Boy, c'est quelque chose qui permettait sur une Super Nintendo de mettre un adaptateur, on mettait la cartouche Game Boy et le jeu fonctionnait sur Super Nintendo comme si c'était sur Game Boy. Le gros avantage, c'est comme ça, vous pouvez le mettre sur une télé.
L'autre avantage, c'est que cet adaptateur, il intégrait aussi à l'intérieur un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui pouvaient être utilisées pour faire que ce soit plus joli. Exemple, la plupart des jeux Game Boy et Game Boy Color de l'époque qui sont sortis avec un support Super Game Boy, ils avaient un contour particulier en couleur qui était géré par la Super Nintendo. Donc Cross-JGB, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est parce qu'en fait, il me permettait d'éviter pendant trop longtemps de réfléchir à comment implémenter ça en langage C, puisque je vous rappelle que GBDK est en langage C, et de faire en sorte que je puisse avoir quelque chose qui soit rapidement utilisable sur mon Game Boy et de faire fonctionner tout ça. Ça, c'est l'écran de l'abbaye des morts. Alors j'ai oublié de vous en parler, je vais vous en parler maintenant. Le pitch, c'est quoi? C'est Jean Raymond qui se fait poursuivre parce que il voulait impliquer des choses, les Cathares ne sont pas d'accord, il se fait poursuivre, il se réfugie dans une abbaye, et dans cette abbaye, un certain nombre de choses se passent. Il doit récupérer des petites croix qui va lui permettre de comprendre au fur et à mesure tout ce qui se passe. Ça, c'est la version sur Master System. Hop, là, un petit bug que je n'avais pas corrigé à l'époque. Et vous voyez, ça passe par des écrans comme ça qui sont les uns à la suite des autres. Quand on est sur des écrans de 256 pixels sur 256, ça se passe très bien. Parce que c'est vrai que ce changement, on se dit c'est bon. Mais sur 160 pixels, mettre autant de graphiques, je me suis dit ça ne va pas le faire. Donc il y a un truc qu'il faut que je teste. Et qu'est-ce que je vais tester? Il y en avait qui le montraient à un moment, c'est ça. Le scrolling, là-haut, vous avez la version sur PC, et là, vous avez la même version sur Game Boy. L'écran, il bouge. Et mon but, c'était de me dire, testons et voyons si ça marche bien. La finalité, ça a été oui, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on peut, comme ça, par zone, avoir un jeu qui soit jouable et qui soit intéressant pour le joueur, comme la version qui était sur PC. Donc je suis parti là-dessus. C'est-à-dire que tout le jeu, il a un certain nombre d'écrans, comme vous pouvez le voir ici. Tous ces écrans, je les ai mis en zones. Une zone ici qui est composée de quelques écrans, une autre ici qui est l'abbaye en elle-même, les sous-sols de l'abbaye, la zone du dragon, la zone des monstres démons, etc., jusqu'à la zone finale qui est en bas. Tout le jeu a été en fait saucissonné comme ça en différentes zones, avec ces fameux scrolling de zones qui permettent aux joueurs, au fur et à mesure, de vérifier qu'est-ce qui se passe, de récolter, de faire gaffe aux monstres, etc., etc. C'est de cette façon que j'ai adapté le jeu sur Game Boy. Comment on gère les monstres? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, moi d'ici je vois très mal. En fait, sur chaque zone qui est présentée, vous avez des petits signes cabalistiques, je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, vous les voyez bien, les B, les quelque chose là qui sont là. Non, pas trop. Vous avez des petits signes ici. À chaque petit signe qui est présent sur cet écran, le moteur Cross-JGB, il va associer en fait un objet dans la mémoire du Game Boy. Et cet objet dans la mémoire du Game Boy, c'est cet objet qui va correspondre au monstre ou à ce que vous voulez. Sur chaque objet, un peu comme dans les moteurs physiques standards, on va avoir 3 états grosso modo. Un état, j'initialise l'objet. Un état, je mets à jour l'objet. Et un état, je détruis l'objet. Le initialise l'objet, je l'ai qu'une seule fois. Le mise à jour, je l'ai à chaque rafraîchissement de l'écran. Et le destruction, c'est quand l'objet doit disparaître de l'écran, ou alors quand l'objet est détruit par le moine, s'il a cette possibilité de le détruire. Donc Cross-JGB permet de faire ça, et chaque objet qui est utilisé dans la version PC, j'ai refait une version qui était compatible avec Game Boy, avec les différentes animations que je voulais avoir des objets. Donc là, c'est la chauve-souris démoniaque, qui est en rouge, qui bat des ailes dans le jeu. Donc voilà, elle est en fait composée de 2 animations, donc, qui permettent de voir, lorsqu'on est sur l'écran, quelque chose qui est complètement animé. Les couleurs, puisque je vous en ai parlé, comment ça se passe? En fait, du point de vue des couleurs, on se retrouve avec quelque chose qui va être en fait compatible Super Game Boy grâce à ce fond que j'ai réalisé et 3 palettes uniquement utilisées comme pour faire en sorte que la compatibilité soit assurée. On pouvait en mettre 4 au maximum sur le Super Game Boy. On va avoir, ici vous avez la version Master System et ici la version Game Boy, 8 palettes de 4 couleurs. La Game Boy en version couleur, c'est 8 palettes de 4 couleurs. Sur ces consoles-là, la première couleur, c'est toujours une couleur transparente. Donc il faut jouer avec, mais c'est comme ça. On a 8 palettes de 4 couleurs au maximum. Quand c'est une Game Boy standard, c'est que la première palette qui est utilisée, qui est aussi une palette, mais en teinte gris. On trie les couleurs par luminosité.
C'est pour ça que vous voyez ici des tris qui sont faits souvent du plus clair au plus foncé. C'est parce que c'est par luminosité en fait qu'il faut trier ça pour que ce soit en plus lisible sur la Game Boy noir et blanc. Sinon, vous risqueriez d'avoir des soucis, des couleurs qui ne correspondent pas du tout, parce que la décomposition en noir et blanc aurait été un peu pourrie par rapport à la version couleur. Ça a pris un temps monstre d'avoir quelque chose qui soit compatible Game Boy Color. C'est quelque chose qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, parce qu'il fallait faire plein d'essais, vérifier que toutes les palettes passaient bien, et voir derrière le résultat final, que ce soit sur une Game Boy Color ou la Game Boy noir et blanc. Clairement, sur la Game Boy Color, j'en avais pas à l'époque, donc quand j'ai fait le jeu, j'ai utilisé une autre console qui est compatible, qui s'appelle l'Analog Pocket, qui m'a permis de tester en fait en couleur la version de mon jeu. La musique, c'est une personne avec qui je travaille assez souvent sur les différentes consoles rétro sur lesquelles je développe, dont la ColecoVision. Il s'appelle Adam Toledo, il est ici. Adam Toledo, c'est un musicien qui est au Mexique. Et donc, il avait fait mes musiques sur la version Master System. Je lui ai dit, tu les adaptes sur la version Game Boy, avec un truc qui doit s'appeler GBT Player, puisque je vous rappelle, c'est un tracker avec des échantillons de son et tout ça qui va bien. La Master System fonctionne grosso modo de la même façon. Donc, ça a été assez simple pour lui. Il m'a refilé des fichiers sources que j'ai compilés avec mon code source. Le tracker qu'il a utilisé, c'est son frangin. C'est son frangin, lui, qui est un génie aussi dans les jeux rétro, qui s'appelle Oscar Toledo. Son frère, c'est Adam. Et donc, ces deux personnes m'ont permis d'avoir des musiques qui soient assez sympathiques sur Game Boy pour l'Abbaye des Morts. On a adapté beaucoup des musiques de la version PC, mais quand je dis adapté, c'est lui à l'oreille qui les a refaites sur Game Boy pour avoir quelque chose qui soit utilisable. Ça, c'est le plus important, je vous en ai parlé au début, on a des cartouches qui font entre 32 et 2 mégas. Voilà comment ça fonctionne. En fait, ça, c'est la mémoire maximum que peut gérer une cartouche. Et c'est un peu comme une bibliothèque dans laquelle vous avez des livres. Vous êtes en train de lire un livre, il n'y a qu'un seul livre à un instant T que vous lisez. On est d'accord? Vous n'en lisez pas deux en même temps, vous pouvez, mais ça devient difficile. Donc la Game Boy, avec ses banques, ça marche de la même façon. C'est ce système qui est utilisé et qui permet à un instant T d'avoir beaucoup plus de mémoire. C'est comme ça qu'on avait des noms de code sur les cartouches qui étaient sortis, MBC, MBC1, MBC5, qui voulaient dire Memory Bank Controller, qui était la façon dont les banques étaient contrôlées. À un instant T, vous changez les banques suivant ce que vous voulez faire. Donc dans mon jeu, ça a été saucissonné comme ça, en faisant un maximum de 16 kilos pour toutes les banques pour que ça loge. Donc des fois, quand ça dépasse, on est obligé d'enlever des parties pour les mettre dans une autre banque. Donc ça, c'est un exercice aussi qui est pas sympathique, mais qui est obligatoire sur ce genre de console, c'est de se limiter à la capacité maximum d'une des banques pour le faire. L'avantage de GBDK, c'est que vous avez une directive de compilation qui correspondrait grosso modo à un arrobas quelque chose dans ce que vous mettez dans vos langages modernes, qui vous permet derrière de faire qu'il sait dans quelle banque vous allez vouloir mettre les trucs. Donc charge à vous, en fait, de trouver le nombre de banques qui vont bien. Il va de soi que dans des jeux, c'est pas le code qui prend le plus de place, c'est bien les graphiques et la musique. Donc c'est ça qui va manger la plupart de la place dans vos différentes banques. Ce truc-là, c'est un truc que sort un des outils de GBDK, ce qui est un gros avantage quand vous développez, parce que derrière, ça vous permet de savoir où vous en êtes dans les différentes banques que vous avez. Vous pouvez définir, bien entendu, le nombre maximum de banques de votre produit. C'est-à-dire que si vous voulez que votre produit il fasse 128K au maximum, vous lui direz à GBDK, quand tu compiles tout ça, si ça dépasse 128K, non, tu le fais pas. L'Abbaye des Morts tient dans une cartouche de, c'est marqué là, 256K. Donc dû au graphique et à tout ça. C'est un jeu qui aurait, à mon avis, difficilement pu sortir à l'époque, puisqu'on n'avait pas, à l'époque, des marchés de fabrication pour pouvoir avoir des jeux qui fassent ça. On a fait notre jeu, on l'a testé, il fonctionne. Moi, ce que je voulais, c'était avoir ça. La version physique de mon jeu. Et cette version physique, c'est comme à l'époque. Vous avez la boîte, vous avez la boîte plastique du jeu, le support et la notice du jeu. Donc on a refait tout comme à l'époque, la cartouche. Alors pour les reconnaisseurs, cette cartouche elle est noire. Vous savez pourquoi elle est noire? Personne? Non.
Quand les jeux sortaient et étaient compatibles Game Boy noir et blanc et Game Boy couleur, c'était des cartouches noires. Quand c'était uniquement Game Boy noir et blanc, des cartouches grises, et Game Boy couleur, transparente. Très très bien, bravo. C'est exactement ça. Donc attention, donc je ne voulais pas choquer, donc c'est une cartouche noire puisque c'est compatible avec les deux. Cette chose-là, ça s'appelle Homebrew Factory. C'est en fait un endroit qui est bien sympathique. Donc là, c'est la partie créateur de Homebrew Factory. Vous fabriquez au format PDF votre jaquette, le sticker que vous mettez sur votre jeu, vous fabriquez la boîte, et ces gens-là, c'est eux qui commercialisent. Derrière, on s'engage sur un prix, ce que vous voyez là. Moi, je dis, mon jeu, je veux le vendre à 500 € la pièce. Ils disent, OK, il faut que tu en vendes tant pour que pour nous, ce soit rentable, c'est-à-dire cette petite barre qui est là, et toi, ça te rapportera ça. Ce jeu-là, ce n'était pas mon but de faire de l'argent, mon but, c'était de faire un jeu sur Game Boy et de le commercialiser. Je l'ai vendu, il m'en reste des exemplaires, d'ailleurs 40 €. C'était le prix qui était voulu, 40 €. Et suite à ça, on avait fait une estimation, il en fallait 25, je crois, pour que ça puisse être rentable. Donc là, vous créez tout ça dans l'outil créateur de Homebrew Factory. Et Homebrew Factory, c'est des gens qui permettent de faire ça pour des jeux sur Game Boy, sur Nintendo NES et maintenant sur Mega Drive. Et le plus important, c'est que cet outil, c'est les seuls au monde à faire ça, et ce sont des Français, messieurs, dames, qui font ça. Donc c'est un Français qui s'appelle Antoine Gohin, qui est un ami, qui a sorti ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du homebrew et du rétro gaming comme moi, et il s'est dit, mon but, c'est d'aider les développeurs qui ne savent pas comment faire, moi j'en commercialise, j'ai de quoi commercialiser des jeux, donc il a fait cette initiative qui est Homebrew Factory, et qui continue sa vie toujours. Donc c'est grâce à ça qu'on peut faire de nos jours, en fait, avec des outils modernes, des versions physiques de nos jeux Game Boy, Game Boy Color, Nintendo NES et Mega Drive. On est parti sur un financement, on a signé notre contrat tous les deux. Ensuite, il va falloir faire en sorte que ça se vende. Donc là, c'est la seule fois, aucun des écrans que vous avez vus dans ce talk n'a utilisé d'IA, même le tout premier, c'était cette Game Boy qui a été prise en photo et un fond du code source du jeu sous VS Code. C'est la seule fois où parce que je n'avais pas les moyens de me payer un dessinateur pour pouvoir faire toutes mes campagnes de pub, mais là, il faut arroser les réseaux. Il y avait un talk au début qui vous parlait des réseaux. Il faut arroser les réseaux pour pouvoir faire en sorte que votre jeu soit connu et que les gens qui sont intéressés avec du homebrew l'achètent. Donc c'est là où j'ai inondé les réseaux de petits moines générés par IA. Désolé, je m'en excuse. Mais ça a été un peu tout ce qui a été obligé d'être fait et des relances quotidiennes. Quand on fait ce genre de choses, les campagnes participatives, c'est quelque chose au quotidien, on doit relancer, faire en sorte que les gens soient intéressés, s'ils ne l'ont pas déjà vu, qu'ils commandent, et qu'ils fassent en sorte que votre jeu, derrière, puisse arriver au maximum pour pouvoir être vendu. Donc ce qui m'est arrivé à ce moment-là. En finalité, le jeu est arrivé à 47 exemplaires vendus, ce qui est énorme. Vous voyez que je suis millionnaire maintenant, je ne travaille plus. 47 x 40 moins les frais, j'ai rien touché sur le jeu. Mais ce n'était pas mon but, surtout vous allez voir à la fin, je vais vous montrer autre chose. Donc ce jeu-là, ça a été quelque chose qui a été fantastique. On a refait une série du jeu, on a refait 22 exemplaires du jeu, où là j'ai fait que payer. C'est-à-dire que Homebrew Factory, je vous ai parlé de la possibilité de faire une campagne de financement, mais si vous avez les moyens de directement vouloir payer pour fabriquer le jeu, vous n'avez pas besoin de faire cette campagne. Vous leur dites « j'en veux tant », vous payez ce que vous devez payer et ils vous le fabriquent. Et derrière, vous dites combien d'exemplaires vous voulez que nous, Homebrew Factory, on mette sur notre site et combien d'exemplaires que vous voulez pour vous. Moi, je fais des événements comme le Geek Life dans la région où des gens qui ne connaissent pas viennent me voir et c'est toujours bien d'avoir aussi sur soi des exemplaires pour pouvoir vendre à ces gens-là quand ils en ont besoin. Donc c'est quelque chose qui était sympathique aussi de pouvoir être fait. Sur ce jeu, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas gagner d'argent, donc grosso modo, j'ai eu 250 € pour moi sur ce jeu. Sur les 250 €, j'ai reversé 200 € à 2 associations qui soutiennent la préservation du patrimoine vidéoludique. La première, c'est MO5, et la deuxième, c'est RGC. Chacune a eu 100 €, parce que mon but, c'était vraiment pas de faire de l'argent. Et en fait, après, j'ai aussi, sur les 50 € qui me restaient, encore perdu de l'argent, parce que mon but aussi, c'était de faire en sorte que l'auteur original
Locomalito, je l'avais contacté et je lui ai dit « Locomalito, si tu me donnes ton adresse, je t'envoie un exemplaire de ton jeu sur Game Boy. » Il a été d'accord, je vais vous montrer, et il a eu son exemplaire. Mon musicien qui est au Mexique, il a eu son exemplaire. Et j'ai un testeur aussi qui était là, qui a eu son exemplaire. Ça, c'est l'auteur original du jeu, Juan Antonio, avec son exemplaire de l'Abbaye des Morts. Donc la boucle était bouclée. L'auteur original du jeu de 2010, qui ne pensait pas à l'époque que son jeu allait être sur toutes les consoles, même des portables, se retrouve avec un exemplaire du jeu sur portable. Ça, c'était le poste de mon musicien qui a pu en fait avoir sa version aussi au Mexique. Et ça, c'était le poste sur Discord de mon testeur, parce qu'il faut un testeur, qui a pu aussi avoir sa version. Alors lui, c'est un peu plus simple, puisque lui, il est breton, donc c'était un peu moins loin pour pouvoir lui envoyer les choses. Donc voilà, je vous remercie. Et n'oubliez pas une chose, ça a été aussi, avec son accessoire, le Game Boy Camera, le premier mobile qui vous permettait de faire des selfies. La preuve, elle est là. Merci bien. C'est bon? Avez-vous des questions? À quand le prochain? La question était à quand le prochain? Le prochain jeu est déjà dans les tuyaux. Sur Game Boy, j'en ai déjà fait 2 depuis, qui vont être commercialisés par des amis qui sont au Canada. C'est l'adaptation d'un jeu que j'avais présenté l'année dernière qui était Sydney Hunter, mais sur Game Boy. C'est Collector Vision. Et on a fait un autre jeu qui s'appelle Jester avec eux, qui a été aussi adapté sur Game Boy et qui sortira aussi au Canada chez eux. Donc ça, c'est la version en mode couleur. Donc l'avantage de cette console, c'est qu'on voit assez bien dessus en fait le jeu lorsqu'il est en mode couleur. Voilà. J'espère qu'on entend bien la musique mélodieuse. D'autres questions? Oui. Alors la question c'est, est-ce que comme sur Super Nintendo, mon jeu se retrouve déjà sur AliExpress? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que ça ne va pas en fait arriver avant... Ah si, ils peuvent. Il y a une version démo qui est disponible sur mon ITCH, et pour info, je vais mettre la version complète, je ne sais pas encore à quel prix, mais mon but, encore une fois, c'est pas mettre l'argent aussi sur itch.io, sur ma page, comme ça il y aura la version complète téléchargeable pour ceux qui n'ont pas envie, tais-toi, toi, d'avoir la version en boîte. Oui, une autre question? Combien d'heures de travail pour faire ce jeu? Tous les matins pendant 6 mois, entre 4 et 6 heures du mat, et puis le samedi matin et le dimanche matin souvent, ouais, plusieurs centaines d'heures pour faire ce jeu. Ce qui a été compliqué, c'était déjà de pouvoir tester rapidement sur Game Boy une version et de me dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Par rapport aux écrans, hein, comme je vous ai présenté de la version PC, sur 256 et 224, de se dire, est-ce que ça vaut le coup? J'ai bien fait parce qu'il y a eu de la demande. 47, c'est énorme. Hein. Donc il y a eu de la demande de personnes qui étaient nostalgiques de ça et qui voulaient l'avoir. Ouais, une autre question? Ouais. Alors, est-ce que j'ai pas été tenté de faire une diminution de résolution? Non, parce que quand on regarde les tuiles telles qu'elles sont faites déjà dans le jeu original, c'est des tuiles de 8 par 8 pixels. Donc si tu commences à réduire, je pense que tu vas passer beaucoup de temps et tu vas pas gagner grand-chose, à part une moins bonne visibilité, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir sur cette option du scrolling, en me disant on va avoir quand même un jeu qui est jouable. Une des réflexions que j'ai eues quand même par rapport à ça, ce qui est vrai, je l'avoue, c'est que quand vous avez des ennemis qui sont à un endroit où vous n'êtes pas encore par rapport au scrolling, vous ne les voyez pas. Donc il peut arriver que vous sautez, que vous voyez l'ennemi au dernier moment et qu'il faut faire super gaffe. Oui, ça c'est vrai, parce que le jeu est en scrolling maintenant. D'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Eh bien merci bien, bonne Torrentech.